Backseat, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur Backseat dans cette émission exceptionnelle que vous attendez toutes et tous, et c'est la dernière de l'année 2021, puisque je vous le dis tout de suite, les 15 prochains jours, ce sera dodo, repos pour moi et pour toute l'équipe, et on se retrouve en janvier pour suivre toute l'élection présidentielle et la suite, donc voilà, bonsoir à vous, bienvenue, 2 heures d'émission ce soir avec des invités exceptionnels, on va parler d'actualité politique, on va parler de plein de choses, et on va en parler avec mes chroniqueurs et chroniqueuses toujours aussi exceptionnels. Avec nous, Léa. Salut Léa. Bien le bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Eh ben super bien. Tu es particulièrement shiny ce soir, ça fait plaisir. C'est pour ça que je me sens bien. Voilà. Tu as bien raison. C'est la fête de Noël. Donc ça roule toi en ce moment, tout se passe bien, pas la fatigue, Écoute, pas la maladie? Non, ça va, j'ai un peu levé le pied cette semaine et j'avoue, ça fait du bien. Pas de popol ce week-end du coup. Et non, ça va, franchement ça va. Ok, cool. Avec nous aussi Usul, salut Usul. Oui, bonjour, alors moi je suis au bout de ma vie par contre. Oh, t'es comme moi, t'es éclaté. C'est vraiment la grosse fatigue. C'est fini là. Vacances, Oui, bah ça va être les vacances. Enfin non, j'ai un dernier OLG qui sort lundi là, sur l'Union de la Gauche. Sur lequel t'as bossé cette semaine du coup. Alors figure-toi que ces abrutis d'Union de la Gauche, ils font ça quand ils veulent, tout peut changer à tout moment. Pas. Donc du coup, c'est un truc que je vais rusher surtout pas mal, je vais pouvoir boucler ça seulement dimanche. Ah ouais, d'accord. Donc ça me fait un gros dimanche de ouf avant. Voilà, non mais j'en peux plus. Non, mais moi je suis comme ça. Moi, je suis vraiment au bout de ma vie. Là, le week-end dernier, j'étais à un événement caritatif pour 30 millions d'amis et vraiment. Ah oui, alors comment ça s'est passé? C'était trop bien. J'adore les animaux. Est-ce qu'il y avait des animaux? Il y avait des petits chiens trop mignons. Oh, c'était trop bien. Et on a récolté 150 000 euros. Enfin, vous avez donné 150 000 euros pour la première édition de ce Game for Animals. Et vraiment, du coup, la thune va servir à quoi? Elle va servir notamment dans les refuges. Okay. En grande partie de l'argent va être utilisé dans les refuges pour payer du coup tout ce que ça compte pour accueillir les animaux. Avec nous aussi Gaspard, salut Gaspard. Salut à tous les trois, ça va? Ça va bien et toi? Nickel. Gaspard, petite particularité, toi, ce sera ta dernière émission ce soir, puisque voilà, à partir de janvier, tu vas te concentrer sur d'autres projets, et tu en as un paquet des projets. Absolument, oui, voilà, exactement, on en discutait la semaine dernière. Écoute, j'aurai l'occasion peut-être de m'étaler un peu plus en fin d'émission, mais c'était vraiment une expérience de dingue, ces 6 mois, c'est ce semestre Backseat. C'est vrai que on l'a vu, c'est un peu compliqué pour moi d'enchaîner un peu tous les projets, et à la fois ça a été hyper enrichissant, donc j'en tire vraiment que du positif, et puis j'ai hâte parce que le line-up de ce soir promet d'être hyper intéressant, tant Simon Puech qu'Olivier Faure. Donc l'émission de soir va être assez intense, et donc du coup voilà, à partir de janvier on te reverra plus sur Backseat, mais on continuera à te voir sur ta chaîne YouTube. Tu as prévu un milliard de trucs, tu vas faire des vidéos sur chacun des candidats et tout. Absolument, me concentrer peut-être sur un format du coup moins live, mais plus quelque chose, je pense, qui me ressemble peut-être un tout petit peu plus, et ça va être chambé, mais voilà. Absolument. Eh ben écoute, très bien, très content de vous retrouver du coup tous les trois ce soir pour cette émission. Je suis d'accord avec toi, le line-up va être cool puisque on va recevoir Simon Puech en première partie d'émission, qui nous rejoindra tout à l'heure et qui nous parlera de son rapport à la politique, et ça j'en suis super content. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui viendra nous parler de son rapport à la politique. De son rapport à la politique, et en ce moment compliqué. Non mais voilà, on est au cœur de l'actu, trop bien. Parce qu'en plus, entre le moment où on avait calé Olivier Faure et le moment où il s'est passé ce qui s'est passé avec la primaire machin. Voilà ce qui s'est passé. Je leur ai dit, je suis d'autant plus content de le recevoir. On a plein de questions pour Olivier Faure ce soir, donc trop cool. J'en profite, vous voyez que j'ai un sublime t-shirt absolument extraordinaire que vous pouvez acheter sur le Utip de l'émission. Ça permet surtout de financer l'émission. Donc merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur le Utip, !Utip dans le chat. Ça vous emmène sur la page sur laquelle vous pouvez soit faire un don ponctuel ou régulier. Merci à toutes les personnes qui font un don régulier, c'est vraiment génial. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, acheter un t-shirt ou un mug. Et dans les deux cas, ça soutient l'émission. Donc voilà, merci du fond du cœur à vous toutes et à vous tous. Sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Alors, les sujets de la semaine cette semaine, on a décidé de débriefer ensemble sur ce plateau l'émission d'hier soir. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a donné une interview pendant 2 heures sur TF1 et LCI, au cours de laquelle il a eu l'occasion de revenir sur son mandat, et il a eu l'occasion de se projeter sans... Moi j'en ai marre, il est candidat Macron. Moi aussi j'en ai marre. Hein. C'est bon, il est candidat. On va faire On va faire comme avec Zemmour. Moi je considère qu'il est candidat, point barre. J'en ai marre de dire il l'a pas encore déclaré, machin. En fait je m'en fous, moi je considère qu'il va être candidat, donc à partir de maintenant je le projette dans une candidature. Selon le CSA, il est présumé candidat.
Oui, voilà, présumé Le candidat. monde aussi dit Ouais. ça. Très présumé. clair. hein. Donc moi j'en ai rien à foutre qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit. Oui, Je oui, non, considère qu'il est Balek. candidat. On verra s'il le sera vraiment ou pas, mais je m'en fous, je vais le traiter comme tel. Donc c'était une émission qui a d'ailleurs été très contestée sur la forme, puisqu'elle intervenait au même moment qu'une émission qui était prévue sur une chaîne concurrente avec Valérie Pécresse, sa concurrente du Parti Les Républicains. Ça a duré 2 heures, etc. Machin. Bref, ça a été contesté sur la forme, mais nous on voulait surtout parler du fond, puisque voilà, on a eu un Emmanuel Macron qui a eu l'occasion de faire un retour sur son quinquennat, qui a eu l'occasion de réagir à certains des moments les plus pas les plus marquants émouvants. politiquement, mais voilà, c'est ça. Il y avait ça tournait beaucoup autour des petites phrases notamment qui ont beaucoup marqué son quinquennat. Ouais. Mais Il a réagi sur les 4 ans de ouvrez les guillemets. Sur tous les événements. Moi, ça m'a rappelé vraiment, il y avait des retours en images sur les gilets jaunes, Benalla, machin. Ouais. Moi, ça m'a rappelé que, mais c'est vrai qu'ouvre les guillemets, on a démarré avec Macron, donc tout ça, on l'a vécu avec lui. C'est beau. C'était émouvant. Tu sens que ça t'a quelque rapproché part. de Macron, du coup. Ouais. T'as appris à l'aimer toi aussi? J'ai appris à l'aimer. Non, le moment où il nous a dit ça, franchement, quand il dit qu'il a appris à aimer les Français, Oh là Et tous les là. présidents l'ont à fait, les ça. aimer mieux, machin, je me suis dit, on a vraiment de la chance. Il y en a, ils nous ont peut-être aimé mal. Voilà. Lui, maintenant, il nous aime mieux. Est-ce qu'on le mérite quelque part? Non, je pense pas. Je trouvais que Franchement, c'était je pense qu'on le mérite Franchement, c'est trop sympa, quoi. pas. Ouais. Moi, je pense qu'on le mérite pas. Puis en plus, il y a plein de trucs qu'on n'a pas compris. Ça, il l'a dit. Hein. Je suis désolée. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises par les Français et tout. Donc ça, c'est vrai que. Tous les politiques en responsabilité font ça, c'est-à-dire expliquer que on a oui, c'était il l'avait déjà dit d'ailleurs, Emmanuel Macron. Est-ce que j'ai un regret? Peut-être un manque de pédagogie, oui. Enfin, mais Sarkozy l'avait fait avant lui en 2012, je m'en souviens très bien. Hollande l'avait fait 1000 fois. On n'a peut-être pas été assez rapide, on a peut-être mal expliqué notre politique aux Français. C'est ça, assumer sa politique comme on dit, c'est dire, mais en fait, j'assume. Voilà. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, pour le coup, si on le prend au mot, il assume intégralement sa politique menée pendant ce quinquennat. Il assume tout ce qu'il a fait, etc. Il la défend même, et on a effectivement entendu hier soir un homme politique qui est fier du quinquennat qu'il a fait. Il estime avoir mis en œuvre la transformation qu'il appelait de ses voeux, etc. Ouais, il peut pas dire autre chose. Il est en campagne. Oui, ce serait difficile d'arriver et de dire désolé, j'ai chié dans l'école. En fait, il aurait pu dire ce qu'avait fait Hollande la dernière fois. Ah oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, Hollande avait un double pour ça, argumentaire. Il ne faut pas être candidat. Effectivement, il n'avait pas fait sa candidature en expliquant qu'il y avait à la fois les attentats qui avaient mis un coup d'arrêt à son train de réforme, etc. et des erreurs qu'il a reconnues, notamment la déchéance de nationalité et la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui sont les deux trucs qu'il a regretté. Je crois que c'était... Non, pas l'état d'urgence. Non, c'est juste la déchéance de nationalité que Hollande a regretté officiellement à la télévision. Bref, mais c'est vrai que pour le coup, Emmanuel Macron, il y avait un côté malgré le Covid. Ouais, on a tenu et finalement on a mis les choses, etc. Il fallait pas. Enfin, je sais pas, vous attendiez à quoi, toi, ça, Gaspard? Moi, j'ai l'impression que de manière générale, peut-être pour me faire un peu l'avocat du diable, mais il y a quand même une nécessité à la fin de chaque quinquennat de tirer un espèce de bilan à travers un exercice plus ou moins formel. Donc là, en l'occurrence, on peut critiquer la forme, hein, bien sûr. Les deux journalistes qui sont pas franchement dans la contestation et qui sont en train de simplement le laisser déverser son bilan, dresser son bilan. Moi, ce que j'ai noté, c'est que il y a rien eu sur l'environnement. D'ailleurs, ça a été vivement critiqué. Il a parlé 2 heures de son quinquennat sans trouver une seule minute pour parler de l'urgence climatique. Voilà. Et d'ailleurs, il y a le site Reporter qui a réalisé en mars 2021 une analyse écologique des 169 mesures prises par le gouvernement Macron. Et parmi elles, je trouvais les stats intéressantes. Il y en a 53% de ces mesures qui sont prises, qui sont jugées négatives pour l'écologie, 24% qui sont jugées neutres, 23% qui sont jugées positives. On l'avait rappelé la semaine dernière face à Julien de Normandie, mais il s'était engagé notamment à interdire le glyphosate en 2021. Il a dû le repousser en 2023. Même chose sur l'objectif de la réduction de la part de l'énergie nucléaire qui devait passer de 75 à 50%. L'objectif, c'était en 2025. Lui, pendant son quinquennat, l'a repoussé à 2035. En tout cas, il n'a pas parlé de ce bilan négatif et il s'est concentré sur ce qu'il a arrangé. C'était dans le générique de l'émission. Un générique de l'émission commençait par des espèces de phrases de Macron comme ça. Et ça commençait par non, mais le générique. Make the planet great again au début. C'était vraiment, pas vu le générique. C'était un clip de campagne. Ah, c'était un clip de campagne. Ah merde, j'ai raté ça. Ah ouais, c'était chaud. Franchement, c'est bizarre. Franchement, même l'émission en elle-même, elle est bizarre. Enfin, je trouve ça très daté. Bon, on a dit qu'on parlait du fond, d'accord, mais on peut quand même dire que c'était. Il faut parler de la forme. Il faut parler de la forme parce que c'est daté. Puis, enfin.
Ça fait quand même longtemps que Regarde-moi bon. ça, Alors quoi. apparemment il a fait quand même. Vous voyez, c'est vrai, c'est quand même un peu kitschouille. C'est kitschouille à mort. Ça fait vraiment YouTube 2010 quoi. C'est Ah pas ouais. Il a acheté un C'est vraiment template. clair. On vous aime bien, mais alors là vraiment. Bon bref. Non, mais ouais, mais du ce qui est coup, marrant, c'est. Léa. Tu parlais vite fait de Sarko tout à l'heure, et il y a quand même un parallèle à dresser, quoi. En fait, il fait Sarko 2012, en vrai. Sarko 2012, alors c'est un peu dans la rhétorique, genre j'ai changé, là c'est j'ai appris. Sarko s'était livré à un exercice de la sorte, genre en prime time, pareil, une interview de 2 heures avec des journalistes qui lui versaient la soupe. Enfin, il y a vraiment. Je me demande si finalement le mentor de Emmanuel Macron n'est pas Nicolas Sarkozy. Bah si. Il y a quand même sur le fond un truc qui m'a surpris. Moi, c'est vrai qu'en l'écoutant, j'ai un peu bugué. J'étais en train de jouer à un jeu vidéo en écoutant, évidemment. Comme je fais à chaque fois pour ce genre de truc. Voilà. Il y a un moment, il parle de la réforme des retraites. Parce que voilà, les journalistes veulent savoir, cette réforme-là s'est interrompue, faudra-t-il l'amener à son terme, etc. Bon, ils essaient de les tirer le verre du nez en lui disant que ça sera l'occasion d'un deuxième quinquennat. Mais est-ce que vous ferez la même... Ils lui disent, vous auriez quand même pu la faire un peu plus tôt, quand même. Oui, non, mais c'est bon, oui. C'est même carrément ça qu'ils lui disent, quoi. Oui, Vous n'avez pas le temps, là, avant la fin, ça serait pas mal, un dernier truc, là. C'est un peu ça une qu'ils belle lui disent. réforme. Oui, non, les journalistes ont fait ça, mais en tout cas, pour me concentrer sur ce qu'a dit le président de la République, il a dit si je la fais, ce sera pas la même. Et alors là, moi, je fais pause dans ma tête parce que la réforme des retraites portée par Édouard Philippe, elle avait 2 caractéristiques principales. C'était une réforme paramétrique et une réforme systémique. La réforme systémique, c'était ce fameux régime à points. Donc la suppression de tous les 42 régimes de retraite et les fusions dans un seul régime, avec un système de calcul à points. Et le deuxième élément important, c'était ce qu'on appelait la réforme paramétrique, qui veut dire en fait l'âge de départ à la retraite, les caractères économiques en fait de la réforme, le financement du système de retraite avec ce fameux âge pivot qui a été inventé, etc. Machin. Bon, finalement la réforme n'a pas eu lieu. Les régimes spéciaux aussi. Et bah oui, la suppression des régimes spéciaux, c'est le fondement dans un seul... Dans le régime unique. Moi, je fais partie de ceux qui s'attendent à ce que si un jour Emmanuel Macron revient avec une réforme des retraites, il laissera tomber le côté paramétrique de la réforme pour se concentrer sur le parti systémique en disant on réforme d'abord l'organisation du système de retraite et dans un deuxième temps, on peut discuter du financement avec le sujet sensible de l'âge de départ à la retraite. Et là, il a fait exactement l'inverse à ma grande surprise. Il a dit ce ne sera pas la même réforme si je la refais. Le réforme unique, le système unique, c'est trop... Enfin, les gens le vivent mal, c'est trop oppressif. On verra comment on fera. Et moi, je me dis, attends, comment ça, il revient sur le système à points. En revanche, la partie paramétrique, ça là, je la garde. Oui, il faudra travailler plus longtemps. Parce qu'on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Vous l'avez déjà entendu, celle-là ? Oui, ça fait 20 ans qu'on l'entend, celle-là. Et donc, du coup, voilà. Et moi, ça m'a surpris de l'entendre, en fait, revenir sur le système à points, qui me paraissait être le seul truc qui, pour le coup, voilà, et ne pas revenir sur la durée de... Enfin, on sent qu'évidemment... Enfin bref. Ouais, moi j'ai été très déçu. J'ai été très déçu justement qu'ils abordent pas le fond. Enfin, à un moment donné, ils ont fait une espèce de pseudo-tentative en disant finalement vous êtes plutôt socialiste que capitaliste. C'était drôle ça. que libéral. Non, que libéral. J'en pouvais plus, quoi. Mais j'en pouvais plus. Est-ce qu'ils auraient pas pu genre le challenger un peu sur le fait que c'était le président qui prônait le progressisme et qui finalement il est revenu sur un tas de réformes, sur la fin de vie, il est revenu la PMA, ça a été adopté, mais vraiment à coup de forceps. L'IVG, c'est pas encore entériné. Enfin, toutes les réformes sur lesquelles il voulait être progressiste, et aussi, ne serait-ce que sur la place des femmes dans la politique. La PMA, ça a été voté quand même. Oui, mais ça a été, ça a pris un temps de dingue. Ça a été un long combat. Oui, non, ce que je veux dire, ça a été vraiment adopté au forceps. Pour le coup, c'est vraiment le cas, quoi. Enfin, ce qui m'embête dans cette interview, c'est qu'il n'y a pas eu de... En fait, on n'a pas parlé de vision politique. Vraiment pas, quoi. On a parlé... Ah non, je trouve pas, vraiment. Et ça m'a vraiment gênée. Vraiment insister sur le fait qu'il a quand même été élu avec une partie de l'électorat de gauche qui aujourd'hui lui tourne le dos. Je veux dire, stratégiquement, comment fait-il ? Il a les journalistes pour le sauver, pour lui dire qu'il a quand même fait du socialisme. Oui, en plus, c'est les journalistes qui viennent lui dire si, vous avez fait de la gauche quand même. Même si vous n'aviez pas voulu, mais finalement, vous êtes quand même super socialiste, en fait. Mais en fait, le truc, c'est qu'aussi, il y a un contexte de 2 ans de... Comment ils appelaient ça déjà ? Le Covid. Oui, le Covid. Merci. La Covid, d'ailleurs, on dit. Non, c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, pour beaucoup, c'est une démarche hyper socialiste, hyper interventionniste de l'État. Donc, du coup, absolument. Lui peut se cacher derrière ce truc, en tout cas, en disant... Oui, non, mais interventionniste à l'égard des entreprises et pas à l'égard des individus, quoi.
Oui, enfin, c'est pour le coup, j'en parlais à Usul tout à l'heure. Il y avait une tribune qui avait beaucoup circulé, qui avait été publiée dans le Financial Times il y a quelques mois, en anglais du coup, le FT, comme on dit, et qui en fait, c'était une tribune assez intéressante qui disait Macron, ce socialiste qui s'ignore, qui en fait, malgré lui, à cause du Covid, a dû faire ce que les journalistes du Financial Times appellent. Non, mais c'est pour ça les Anglo-Saxons appellent ça du socialiste, c'est-à-dire la France a dépensé énormément d'argent pour sauver l'économie, etc. Un salarié sur deux a été payé par l'État. C'est pas les libéraux qui font ça d'habitude. Donc voilà. Donc en fait, c'est cette vision-là du socialisme, effectivement, vue très anglo-saxon, de se dire finalement les Français, c'est comme d'hab, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les vannes de l'État, très grosse bureaucratie, le masque, le pass sanitaire, les States l'ont fait aussi, quoi. Ils ont lâché masse de thunes. Ça dépend des États aux States, oui. Oui, bien sûr. Biden a débarqué avec un plan de relance de malade. Oui, mais rappelle-toi, l'autre à côté, c'est peanuts. Les vrais libéraux américains au Texas qui disaient chacun se démerde en fait. C'est ça, naturellement. Voilà. Bon. C'est pas un interventionnisme social pour aider les gens. Enfin, c'est contraint et forcé. Quoi. Enfin, c'est contraint et forcé. C'est pour maintenir en fait et puis il y avait aucune conditionnalité des aides qui ont été versées aux entreprises. Enfin, c'est pas genre vous investissez davantage, vous faites en sorte de respecter un certain nombre de mesures pour l'environnement, les conditionnalités. Enfin, tout ça, c'est vraiment passé à la trappe. Ça dépend des aides, oui. Enfin, sur le truc pour les indépendants, le fonds de solidarité, le PGE, etc. Il y avait quand même des. Enfin, oui, non, il n'y avait pas de la conditionnalité sur la mutation des modèles économiques. Non, c'est sûr. C'était un truc d'urgence pour empêcher les boîtes de couler, de manière à ce que leurs salariés et puis le chômage partiel aussi. Ça aussi, c'est pour les individus, pas tant que pour les entreprises. Donc. Leur permettre de garder leur emploi, quoi. Oui, ça permet quand même aussi aux entreprises de pas virer. Oui, bien sûr. C'est quand même bien pour l'un comme pour l'autre. Oui, mais naturellement. Mais je pense que c'était quand même un interventionnisme vraiment plus fait pour sauver les entreprises, quoi. Je pense. Oui. Parce que regarde, pas grand-chose a été fait pour les étudiants, typiquement. Oui, effectivement. Pour donner un bon exemple. Le chèque psy. Le chèque psy et les repas à 1 euro. Non, oui, en effet, le socialisme, c'est pas de foutre les entreprises sous perfusion et de laisser les entreprises capitalistes telles quelles et de leur courir. Vous savez, normalement, le capitalisme, t'es censé prendre des risques et quand le risque se concrétise, si tu te pètes la gueule, t'as pris ton risque. Le reste du temps, on rémunère aussi ton capital parce que t'as fait une belle prise de risque. Nous, on a un État qui va assurer le risque. On a une espèce d'État assurantiel au-dessus de notre capitalisme qui, quand il a des problèmes, l'État le soutien à donf. C'est pas ça le socialisme. Ou alors on n'est pas d'accord sur ce que c'est que le socialisme, ce qui est possible aussi, en tout cas au moins avec ces deux journalistes. Oui, non, mais les journalistes, laissez-les de côté parce que je suis d'accord. Après, je salue ce qui a été fait. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Oui, c'est-à-dire que mais c'est pas du socialisme. C'est aussi défendre les emplois. Quand il y a une fermeture d'usine, moi je fais partie de ceux qui défendent plutôt les emplois. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je dis juste que c'est pas du socialisme au sens où je l'entends en tout cas. C'est pas ça qui va me faire voter de Macron. toutes les façons, je sais même pas pourquoi on parle de ça parce qu'effectivement, c'est vrai que, en tout cas sur ce plateau, on est tous un peu d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron est très très peu de gauche. On va dire ça comme ça. Ah bah oui, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, non mais moi aussi, ça m'a un peu arraché l'oreille. Ceci étant, si on revient sur le fond de cette interview, il y a aussi des retours sur. Merde, je me souviens plus du deuxième sujet. Pardon. Attendez. En tout cas, il a souvent dit, ouais, mais pas de politique. Plusieurs fois, il a dit pas de politique. C'est quand même fou de faire 2 heures de discussion avec le chef de l'État pour pas parler de politique. C'est vrai que c'était bizarre. Même Darius Rochemin, il a fait oui, attendez, c'est quoi du coup la limite? C'est que la limite, c'est que monsieur, il voulait pas qu'on l'interroge sur la droite, sur Zemmour, sur machin, sur le climat aussi, sur la campagne, parce qu'il est au-dessus de ça. On était là pour parler de lui. De lui et de son bilan à lui et la France. Voilà. C'était très psychanalytique sur la première partie. Mais c'était tellement gênant, franchement. Et oui, non, c'est ça. Le deuxième moment aussi sur le fond que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il s'en est pris à la droite, parce que alors clairement, c'était dans l'état d'esprit de tout le monde, en tout cas, c'est dans le mien. Il est dans une opération anti-Valérie Pécresse. Et donc, dans l'opération anti-Valérie Pécresse, il a tenu à répondre sur les accusations justement de la droite qui tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France, lâche de l'argent public comme ça pour aider plein de gens, pour financer plein de trucs, etc. machin. Et ça, c'est une critique acerbe. Emmanuel Macron, pour le coup, est revenu là-dessus en critiquant les rigoristes, donc les gens de droite, en leur disant mais ça, c'est ces gens-là qui. Ah oui, le truc sur les fonctionnaires là. Oui, justement la défense des fonctionnaires en disant quand Valérie Pécresse propose de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires, moi j'aimerais bien qu'elle nous dise où elle va les supprimer. Est-ce que ce sera à l'hôpital, à l'école, etc. Et l'autre truc qu'il a dit, c'est sur la rigueur, en disant mais les gens qui ont mis en place la rigueur à l'époque de Nicolas Sarkozy, ils ont cramé l'économie et ils ont au final été obligés d'augmenter les impôts comme des cons parce que du coup ils avaient cramé la caisse. Donc du coup voilà, il s'est aussi défendu d'être un homme de droite au sens les Républicains avec cette argumentation-là. Il a oublié aussi que la crise de 2008 était passée par là quand même. Il a fait un très long passage sur les fonctionnaires qui est vraiment en effet à destination de Pécresse et compagnie ou même de la dernière campagne de Fillon qui était lunaire en 2017 sur ce sujet-là. C'était allez, on va en tuer 200
200 000 sur place. Un demi-million de fonctionnaires. Un demi-million, allez. Et là, lui, il disait très bien, et il s'est lancé dans un long truc, très bien, mais alors, les fonctionnaires, très bien, dites-moi lesquels il faut que j'enlève, les profs, les machins. Et il a été super long là-dessus, ce qui a donné l'impression que, en fait, il ne faut pas lui poser de questions politiques précises sur ses adversaires, mais lui peut quand même se donner de longues plages pour précisément répondre quand même à ses adversaires sans les nommer. C'était l'exercice quand même très confortable pour lui. Ah ouais, c'était une facilité. C'est la belle vie quand même. Ah ouais. C'est la belle vie qui, pour le coup, et ça c'est la fonction présidentielle sous la Ve République qui est comme ça, qui fabrique ça, qui fabrique cette espèce de... Et c'est sûr que c'est un costume extrêmement agréable, même Mitterrand avait adoré. Moi, l'image de voir Macron en train de se regarder lui-même en grand écran, là, j'ai pas pu. C'est trop pour moi. On va clore ce sujet-là, les amis. On va passer au deuxième sujet qu'on voulait aborder cette semaine. Une séquence politique sur laquelle on n'a pas eu le temps de débriefer ensemble, c'est le retour de la violence en politique, notamment à l'occasion du meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. On se souvient donc des violences qui ont émaillé ce meeting avec des militants d'SOS Racisme qui ont été expulsés manu militari et tabassés par des soutiens d'Éric Zemmour au cœur du meeting, au sein du meeting. Certains de ces soutiens, en l'occurrence, ont été arrêtés. Il s'agit notamment du chef de l'organisation appelée les Zouaves de Paris, donc qui est une organisation d'extrême droite très violente. On voulait en parler parce que ça dit aussi quelque chose du moment politique qu'on est en train de vivre. Il y a un retour de la violence en politique, pas seulement verbale, mais aussi physique. Usul. Oui. Donc c'est moi, c'est vrai que le traitement qui avait été réservé quand même à ce truc-là, le meeting de Villepinte, on n'a pas vu ça depuis, ça a été dit, mais on n'a pas vu ça depuis quand même très très longtemps, de voir de tels mouvements de violence. Moi, tu regardes les images, c'est pas juste, j'ai entendu tous les commentateurs en parler, ils ont jeté des chaises, il y a eu un peu quelques violences, quelques agitations à l'arrière. Non, mais quand on regarde vraiment les images, on est sur mec qui assène littéralement d'énormes patates sur la tête du... on est sur une vraie scène de violence expiatoire, un truc très... Voilà, mais comme ils se battent dans la rue, c'est les mêmes de toute façon. C'est les mêmes, ouais. Voilà, c'est les mêmes, mais Zemmour, après, interrogé, a dit « Oh là là, moi je ne veux pas décourager ». Le lendemain, chez Bourdin. Moi, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, ni décourager les violences. Ouais, ou je sais pas avoir quoi. le culot de dire que c'était les militants de SOS Racisme qui étaient dans la provocation. Puis le pauvre, il s'est foulé le poignet. Mais franchement, vous attendiez à quoi Oui, toute la séquence derrière était folle, quoi. La séquence Gérard derrière était Larcher. folle. Et oui, Gérard Larcher aussi qui avait renvoyé Dosado. Mais sur le côté Dosado, je peux pas m'empêcher, je suis désolé, mais toujours de faire des parallèles avec Trump. Trump avait fait pareil à Charlottesville, où il y avait des militants d'extrême droite, en plus à l'américaine avec la torche et tout, un truc horrible, des néo-nazis suprémacistes blancs. Et Trump avait renvoyé dos à dos en disant il y a des good guys de chaque côté et des bad guys de chaque côté, ce qui avait beaucoup choqué une partie de l'opinion publique américaine aussi à l'époque, mais ce qui avait permis de positionner Donald Trump comme l'anti-système, celui qui... alors, c'est pas vrai ce que je dis parce qu'il était déjà président au moment où ça arrivait. Mais Zemmour bénéficie aussi de ça, de ce côté hors cadre. C'est celui qui conteste le cadre, c'est celui qui perturbe le cadre, c'est celui qui le disrupte, etc. Et du coup, c'est intéressant. Et ceci étant, dans cette séquence justement de candidats disruptifs et tout, il disrupte pas tout. On en avait déjà parlé quand il avait fait son interview sur TF1. Il a aussi été reçu dans une grande école de commerce, l'ESCP. Il a été reçu dans cette école de commerce. Beaucoup d'écoles de commerce reçoivent des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est une très bonne chose. Ils reçoivent des candidats. Et là, en l'occurrence, Éric Zemmour a été reçu dans cette école, ce qui a été particulièrement contesté, y compris par des anciens élèves de cette école de commerce. Ça pose la question du caractère acceptable ou pas de la candidature d'Éric Zemmour. Ouais. Gaspard. Moi j'ai l'impression, je suis d'accord, je suis hyper d'accord avec ton parallèle avec Trump. C'est assez évident. Il joue ce rôle de candidat hors système. Pour ce qui est de l'ESCP maintenant, puisque on peut la nommer cette école de commerce, c'est vrai que Sciences Po avait reçu Mélenchon. L'ESCP aussi avait reçu Mélenchon dans un sens. Donc en fait, je crois que la volonté des organisateurs, c'est de dire on reçoit tous les candidats, on offre une parole égale, on respecte un petit peu cette histoire de temps de parole à absolument tous les candidats. C'est à bon dos, ça. Non, mais sur la forme, je trouve qu'au moins, ils respectent les règles du temps de parole, du débat démocratique. Ils n'ont pas à les suivre, ces règles-là. C'est pour le CSA, c'est pour les médias.
Bah oui, mais après c'est une forme de, je sais pas, c'est une forme d'échange quand même. Moi, je suis pas pour la manière dont c'est fait et la manière dont. Non, ce qui est problématique vraiment, c'est qu'on sait au fond que le SCP, que les grandes facs de droite comme Assas, ce sont quand même des nids de fachos, de militantisme. Génération Z, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ces grandes écoles de commerce, beaucoup d'hommes d'ailleurs, et quasiment exclusivement des hommes qui sont issus de tout ça. Non, mais alors je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a quand même un changement dans cette histoire-là, parce qu'il fut un temps quand même où les gens qui sortaient de ces écoles de commerce, ils n'allaient pas vers l'extrême droite, ils allaient vers l'UMP, ils allaient aux jeunes pop, ils allaient soutenir la droite classique, libérale, républicaine, etc. Et là, alors que l'extrême droite était réservée, si je puis dire, aux gros cons, peu diplômés, les bidas, etc. Enfin, des gars qui se retrouvaient à l'extrême droite. Et là, moi, je suis impressionné de voir cette mutation, de voir toute une élite intellectuelle de jeunes étudiants. Regarde la composition des jeunes avec Zemmour qui a été passé au scalpel par beaucoup de médias. C'est quand même c'est haut niveau au niveau de formation, au niveau de diplôme, et c'est des gens qui sont amenés demain à diriger des entreprises, etc. Mais c'était déjà le cas avant dans certaines facs comme Assas. Ça fait un bail quand même que c'est facho. Lyon 3 aussi. Enfin, c'était pas avant-hier. Ils n'ont pas attendu Zemmour, clairement. Ouais. D'ailleurs, Marine Le Pen y était. Marion Maréchal Le Pen y était. C'est pas un hasard total, quoi. C'est vrai que ça confirme la thèse de dire l'étude de dire que aujourd'hui Zemmour vole davantage de voix chez les jeunes à LR que au Rassemblement national. Aussi peut-être parce que à travers les sujets les sujets qu'évoquent ces deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour a cette espèce d'historique pour une partie de la droite d'intellectuel. Il va te citer l'histoire, ce genre de choses. Là où Marine Le Pen, elle a un langage quand même un peu plus pas de gamme, j'allais dire, c'était pas le bon mot, mais un peu plus simple. Et donc du coup, qui va s'adresser davantage aux classes populaires. Non, j'avoue, je sais pas comment il a été reçu par le SCP. Enfin, quelles ont été les questions, quelle était la teneur de sa venue. Est-ce qu'il a été confronté, est-ce qu'il l'a pas été? Moi j'ai vu un extrait où il prend la défense de Pétain, comme quoi il n'était pas si homophobe que ça vu qu'il avait un ministre homosexuel qui était gay, et là la salle a applaudi. Ils ont la salle des étudiants en école de commerce de merde qui ont applaudi la défense de Pétain par Zemmour dans la salle. Donc bon, à un moment tu peux te dire qu'une école a aussi une responsabilité. Est-ce qu'elle veut tenir des meetings avec des fascistes? Bon, on peut dire oui, on peut dire non, mais c'est une responsabilité. Après, je suis persuadé que les élèves étaient très contents. Les élèves étaient peut-être très contents, beaucoup ne l'étaient pas, et c'est pour ça qu'il y a aussi eu des tribunes qui ont été signées par d'anciens élèves, etc., des professeurs disant qu'il y a un problème, que ça du coup force à se positionner. Je suis d'accord pour dire que la question de la neutralité absolue devient problématique dans ce genre de cas-là, que c'est un moment où tu dois te poser la question, d'autant qu'un argument qui a été sorti par les élèves qui se sont plaints de cette venue de Zemmour, c'est quand même de rappeler que le SCP, comme beaucoup d'écoles, a une charte. Il y a une charte de bonne conduite que tous les élèves doivent signer, dans laquelle il est écrit plein de trucs contre lesquels va Éric Zemmour, sur la tolérance, sur le respect de la différence, l'antiracisme, l'ouverture au LGBT. Donc effectivement, recevoir un mec qui réhabilite le maréchal Pétain au micro, c'est particulier pour cette école-là. Ça rappelle aussi peut-être la séquence, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence de Marine Le Pen, c'était il y a 15 ans où elle était à Sciences Po dans la péniche, là, et elle faisait « Vous êtes des enfants de bourgeois !» Et elle faisait... Là où, en fait, littéralement, les étudiants de Sciences Po, c'est pas exactement les mêmes clients à Sciences Po que le SCP. Pas exactement. Mais ça reste que il y avait un blocage étudiant. Là où, à contrario, dans les rangs de l'ESCP, il y avait carrément même des militants, et c'est ça probablement qui pose problème. Qu'il y ait des gens qui viennent écouter, débattre à un homme politique qui soit candidat à l'élection présidentielle, à la limite. Mais pas n'importe lequel, ça c'est clair. C'est presque le jeu démocratique. Mais maintenant qu'il y ait du militantisme au sein de l'audience et que... ton argument de la charte de la CP de bonne conduite, on partait des violences, qu'on puisse aussi facilement rebondir après. Oui, ils ont défoncé les militants de SOS Racisme qui sont repartis en sang. Allez, la suite. Alors, lundi, il est où? Il est chez Bourdin, et puis ensuite, il est chez France 2, et puis on continue. Ce soir, il est chez Hanouna, c'est ça? C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il arrive à l'ESCP dans une grande école de commerce, comme si de rien n'était. Imagine qu'autour des meetings de Philippe Poutou, il y ait un peu de l'extrême gauche vénère qui pète des trucs. Imaginons juste des dégâts matériels. Des dégâts matériels. Les meetings seraient annulés. Non mais attends. Poutou serait tenu pour responsable. Ils nous ont chié une pendule. Pardon. Il y a une indulgence pour la violence de l'extrême droite.
une indulgence. Mais non, mais c'est évident. Et mais encore, oui, mais c'est ce que ça traduit justement, cette invitation de la SCP au lendemain de ce truc-là. Et ça pose cette question-là. Ça pose cette question-là de l'acceptabilité. Et visiblement, la France, qui peut-être se croyait vaccinée de l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, se retrouve aujourd'hui. Mais ce qui est le plus inquiétant, à mon sens aussi, c'est que les gens étaient là à chier une pendule parce qu'il avait fait un doigt d'honneur. Ah oui. Je veux dire, tout le monde était là à se surexciter. Alors là, la France a été choquée. Il y avait des sondages dans tous les sens. Il a fait un doigt d'honneur. Oh mon Dieu. Et là, il y a des gens qui se font violenter, mais d'une force. Enfin, les images sont quoi, vraiment choquantes. Puis il est là, oh bah écoutez, c'est quand même pas de ma faute, hein. Je peux pas empêcher les gens de venir à mon meeting, etc. Enfin, c'est chaud, quoi. La question, pour moi, elle se pose davantage, en effet, sur l'acceptabilité de ce candidat, mais à plus grande échelle que simplement ce micro-événement où le type vient dans une école de commerce, comme tous les autres candidats, parce qu'à ce moment-là, du coup, moi, la grande question, c'est d'abord, on l'a légitimisé en tant que candidat aujourd'hui. Mais ce à grande échelle. Et donc, du coup, pour moi, ces écoles de commerce, par le biais, en général, ces associations, il y a les mardis de l'ESSEC, ce genre de choses, etc., ils font vivre le débat démocratique pour les jeunes. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble de la population? On a légitimisé ce candidat. Non, mais c'est clair, on lui a vraiment donné une place, et pas qu'à lui, hein, je veux dire, aux candidats d'extrême droite de manière générale. Enfin, Marine Le Pen qui est là en train de parler de ses chats et à se pavaner sur le canapé de Karine Le Marchand où elle parle de sa coloc, à quel point elle aime bien caresser ses chattes. Enfin, je veux dire, comment on est passé de la moitié de la France dans la rue en 2002 à manifester contre son père et les idées d'extrême droite de manière générale, à Karine Le Marchand qui fait copine-copine avec Marine Le Pen qui est en train de lui raconter sa vie en prime time à la télé, quoi. Enfin, l'acceptation, effectivement, des idées d'extrême droite et des candidats d'extrême droite par les médias, mais aussi par la population dans son ensemble, est quand même très inquiétante, quoi. Ouais, je voudrais dire aux jeunes qui nous regardent, ça n'a pas toujours été comme ça. Bien sûr. Oui, ça n'a pas toujours été comme ça. On n'aurait jamais imaginé ça. On n'aurait jamais imaginé ça, quoi, clairement. On a perdu tout ce qui est les anticorps. On a perdu même notre capacité. C'est pour ça peut-être des fois je m'énerve un petit peu ici, mais on a peut-être perdu aussi une capacité à s'indigner devant des trucs qui nous auraient choqués 20 ans plus tôt. Je le redis puisque c'était le thème, la résurgence des violences d'extrême droite dans les rues. Moi, quand je militais au début des années 2000, c'était des trucs que les vieux militants me racontaient. Ah, c'était dans les années 80. Ouais, avec les skins à l'époque. Avec les skins, on chassait les skins et les skins, faisaient des ratonnades, machin. Ouais. Il a fallu reprendre la rue, calmer la rue aussi, parce que je rappelle, parce que souvent, dans le chat, parfois, il y a des gens un peu d'extrême droite qui sont là, et les antifas, ils sont pas violents, les antifas. Écoutez, s'il n'y a pas de facho, il n'y a pas d'antifa, hein. Les antifas sont là parce que c'est de l'autodéfense populaire. Ils font le travail que ne fait pas les flics, qui est de éventuellement chasser les groupes d'extrême droite. On ne peut pas s'attendre à ce que les flics le fassent, vu que les flics, parfois, ils vont boire des coups avec eux le soir. Donc, voilà. Bon, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a retrouvé un niveau de violence dans les rues et d'activisme aussi dans cette espèce de truc dans la jeunesse où maintenant, à droite, il faut être radical, il faut être d'extrême droite. Je pense que cette violence était dormante, en fait. Et qu'elle ne prenait pas trop d'ampleur, justement, peut-être parce qu'il n'y avait pas de séquence médiatique qui permettait qu'elle s'affirme. Mais je pense que cette violence, elle n'a pas... il y a des groupuscules d'extrême droite n'ont pas été dissous pendant ils étaient calmés. Ils étaient calmés. La génération identitaire a été dissous par Gérald Darmanin, mais très tardivement. Mais je veux dire dissous. Ils étaient calmés et ils étaient moins nombreux. Ils rassemblaient moins. Je pense qu'ils étaient juste moins visibles. Il y a eu des ils sont étapes. sortis un peu du placard. Mais oui, il y a eu des étapes comme Génération Identitaire notamment qui fait de la com, etc. Essaie de se normaliser, essaye d'avoir une image publique parce que normalement on parle de groupes qui sont des trucs souterrains, tout à fait. Et qui sont des groupes en fait des groupes de 15 mecs, allez à tout péter, qui sont en fait des mecs qui boivent des coups entre eux, sont tous plus ou moins nazis et ils aiment bien la violence. Bon, plutôt plus que moi. Quand ils sont 15, là aujourd'hui ces mecs-là ils peuvent être 50, ils peuvent être 60, ils peuvent être un peu plus s'ils rassemblent les mecs de Paris et les mecs de Lyon pour une journée. En fait. Mais bien sûr, ils communiquent énormément. Il y a aussi un succès de la radicalité comme posture qui séduit beaucoup de jeunes. Alors ça dépend des époques, ça dépend des périodes. Dans les années 70, ce qui séduisait était plutôt à l'extrême gauche. C'était un moment où la radicalité se trouvait plutôt dans ce camp-là, que ça pouvait séduire beaucoup de jeunes dans le côté anti-système, etc. On a une radicalité qui séduit certains jeunes, c'est l'islam radical, et ça a été étudié 1000 fois, de comment est-ce que certains jeunes, qui pourtant n'ont aucun lien avec la religion particulièrement, se retrouvent 4 ans après avoir
commencer sur Internet à lire 2-3 trucs, à aller jusqu'en Syrie pour se battre, etc. Et là, on se retrouve effectivement avec des jeunes qui rentrent en politique par le prisme de la violence, parce qu'ils sont séduits par cette radicalité et qu'ils ont l'impression d'y trouver, je sais pas très bien quoi, mais un truc qui les séduit et qui les attire. Et moi, effectivement, je fais partie de ceux qui trouvent ça extrêmement inquiétant, que cette radicalité-là et de cette manière de s'exprimer, cette radicalité, soit un truc qui séduise autant de personnes. Tu peux être notamment de jeunes. radical sans être violent. Mais justement, oui, c'est ça, c'est la radicalité via la violence. C'est pour ça que je précise ce type de radicalité-là. Tu as parfaitement raison, tu peux être très très radical sans être violent physiquement, même d'ailleurs. Et mener des actions radicales sans qu'elles soient violentes pour autant d'ailleurs. Absolument. Donc tout ça augure pas grand-chose de bon, notamment sur. Voilà, non, parce que l'étape d'après, c'est des trucs terroristes en fait, l'étape d'après. Oui, c'est ça. L'étape d'après, c'est la violence armée, effectivement. Et on en parlait avec Usul hors micro, on en parlait sur le fait que, notamment quand on renvoie l'extrême gauche à l'extrême droite en disant finalement c'est blanc bonnet, bonnet blanc, la violence d'extrême gauche, elle a existé. Hein. C'était les années de plomb, c'était la bande à Bader, donc la fraction armée rouge, c'était Action Directe, voilà, ça existait, des gens d'ultra gauche qui butaient à bout portant des gens dans la rue. Ça a existé. Des prises d'otages, des trucs comme ça. Ça a été des années horribles, ça a été terrifiant pour toute une génération de gens qui ont été marqués par ça. On en est sorti, ça a pris du temps, ça a été long, ça a été compliqué, etc. Et la violence d'extrême droite, elle, effectivement, cette violence armée-là, j'ai envie de dire, en fait, tu dis c'est l'étape d'après, mais c'est aussi une étape maintenant. Les attentats qui ont été déjoués, la police qui intervient, qui a fait des descentes, etc. On a vu des gars qui étaient à deux doigts de porter des actions terroristes contre le chef de l'État, contre des personnalités de gauche. Vous vous souvenez, des Insoumis notamment, mais pas seulement, des journalistes aussi, qui sont menacés plus que physiquement, avec des préparatifs d'armes à feu, etc. Et je noterais sur ce rapport à la violence, j'ai envie de comparer aussi Jean-Luc Mélenchon en parle de ça, parce que lui, c'est des années qu'il a connues, les années 70. Oui, il a connu, lui. Et lui, il dit... il a tout connu, Jean-Luc. Il a connu aussi l'Amérique latine, machin. C'est un mec qui connaît assez l'histoire de la gauche, et pour lui, la lutte armée, la violence, le terrorisme est une impasse. Il a développé un discours, il le dit à ses troupes. Ce sont les meilleurs qui partent les premiers, dans ces cas-là. Voilà, on fait pas comme ça, c'est pas bien les gens, la bagarre, c'est pas bien. Et... quand on compare ça avec Éric Zemmour qui dit qu'il veut pas décourager les violences, qui n'avait rien vu de ces meetings, on voit bien qu'on peut pas les renvoyer dos à dos. Non mais t'as raison notamment sur le fait que comment est-ce que l'extrême gauche est sortie de ce rapport à la violence, c'est notamment dans la condamnation ferme, c'est-à-dire que à partir du moment où on crée les jeunesses communistes révolutionnaires, puis la LCR, etc., on est clair, on a des gens qui se présentent à des élections, qui acceptent le jeu démocratique et qui disent c'est pas compliqué, nous on n'est pas potes avec eux, c'est pas des copains. Des idées radicales, mais on les porte dans les urnes, on les défend, on les développe, y compris sur des plateaux télé, on accepte la contradiction, etc. Et donc c'est aussi ce travail-là qu'a fait une partie de l'extrême gauche en son temps. Le rôle aussi de la droite modérée. Ce sera le dernier mot. Ouais, le rôle aussi de la droite modérée, peut-être pour conclure. Valérie Pécresse, Ciotti, je sais pas si on peut dire qu'Éric Ciotti soit de la droite modérée, mais en tout cas, Pécresse. Non, mais même. Et tu parlais tout à l'heure, Usul, de Gérard Larcher, président du Sénat, mais aussi du coup de la famille Les Républicains, qui, avant de condamner les violences, parle de provocation. Et donc finalement. Ils rendent finalement une partie de cette violence un peu légitime. Bien sûr. Et c'est ça qui est. Mais surtout que quand ils sont face à. Pardon. Non, simplement, mais j'avais presque terminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en partie, ils sont en partie responsables de cette violence qui est présente dans les meetings d'Éric Zemmour, parce que tant qu'il n'y aura pas une condamnation ferme de l'ensemble de la classe politique, alors, comme tu l'as dit, ces violences perdureront. Ils sont complices, quoi. Au même titre qu'ils ne condamnent pas non plus les propos d'Éric Zemmour, qui sont parfaitement abjects et qui sont condamnables par la loi, il faut le rappeler quand même. Valérie Pécresse, dans le débat, sur le débat du congrès LR, elle condamnait pas c'était un peu la seule. C'était la seule à dire qu'elle ne gouvernerait pas avec Zemmour, ne serait-ce que parce que son rapport aux femmes est compliqué. Oui, le rapport aux femmes, mais est-ce qu'elle a rappelé qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale, des choses comme ça C'est quand même important de le rappeler, quoi. On va s'arrêter là pour cette partie. Merci les amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour les cartes blanches. Je vais bien finir. Ok, d'accord. Les cartes blanches, chers amis, les cartes blanches de l'émission cette semaine, comme chaque semaine, je propose à mes chroniqueurs et à mes chroniqueuses de venir nous dire un truc, nous parler d'un truc qu'ils voudraient vous recommander, une recommandation de lecture, de visionnage, d'écoute, un coup de cœur, un coup de gueule, ou rien du tout, comme vous voulez. Léa, c'est à toi. Merci beaucoup. Elle était en train de chercher. Ouais, je sais pas de quoi je vais parler là. J'ai une super émission sur Twitch. Ah, ça s'appelle... Backshit. Ouais, c'est un peu de droite, non? C'est un truc de droite. Non, je voulais parler de Viviane Meyer, photographe. Photographe a un parcours assez intéressant. C'était une nounou qui vivait à New York et à Chicago et qui était
une des pionnières de la street photographie et qui a vraiment documenté le New York des années 60, Chicago des années 60, qui est une très très grande artiste qui était parfaitement méconnue de son vivant. Et en fait, on a découvert plus de 140 000 photos lorsqu'elle est décédée, des archives de dingue dans les années, je crois qu'elle est décédée en 2009, un truc dans le genre, complètement invisibilisée. Et pourtant, c'est vraiment une artiste fondamentale pour tout le XXe siècle, pour la photographie noir et blanc et la photographie de rue. Il y a en ce moment au Luxembourg, au Palais du Luxembourg, musée, une exposition, voilà, nickel, merci, une exposition jusqu'au 16 janvier que je vous invite vraiment à aller voir. C'est la première fois qu'il y a une exposition qui met en avant cette artiste exceptionnelle à Paris et je vous invite vraiment à y aller, c'est vraiment prodigieux. Eh ben, merci beaucoup Léa pour cette carte blanche, merci pour cette recommandation. T'as dit que c'était où ? Au musée du Luxembourg. Ah, au musée du Luxembourg, oui, d'accord, ouais. ok. Très cool. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour au Sénat en plus. Eh ben oui, c'est le Jardin du Luxembourg, le Sénat à côté, allez le visiter, c'est très sympa. Usul. Bon, moi, je suis allé voir une petite expo ce week-end. Juste avant, tu sais, je te dis, moi, je suis pas grand-chose, je suis pas trop pour la carte blanche. Très bien, je vais parler de l'expo que j'ai vue ce week-end. Vas-y. Je suis allé au Mucem à Marseille. Et il y avait une expo sur Salammbô de Flaubert. Et ben voilà, super expo, allez la voir. Voilà, très intéressant. Non, mais en gros, c'est Flaubert, vous connaissez, il y a un docu sur Arte d'ailleurs sur la réception de Madame Bovary. Vous savez, Flaubert, il a écrit sur Madame Bovary, une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari, etc. Le mari est même pas méchant, en plus, il est juste nul, un médecin, machin. Et un conte très immoral, une histoire très immorale pour son époque, et il va se manger procès, que des emmerdes. De ouf, jusqu'à ce que le bouquin d'après, il se dit je vais aller dans les mythes, Carthage, Salammbô, et en fait il parle toujours de son époque, mais il s'est dit que c'était trop le bordel d'attaquer frontalement son époque avec des personnages de son époque, donc il va dire ce qu'il a à dire sur je crois que c'est Napoléon III à ce moment-là, il va dire ce qu'il a à dire mais en parlant plutôt de Carthage et de ces personnages avant les guerres puniques, je sais plus, en gros, allez voir, vous en saurez plus. Elle est vraiment magnifique, hein. Tu vois des manuscrits de Flaubert, tu vois des salles entières avec de l'iconographie autour de Salammbô. C'est magnifique. Allez voir ça au Mucem à Marseille. J'avais vu, moi, à l'ouverture de l'expo, ils avaient fait une espèce d'immersion sonore avec la lecture justement de passages du bouquin. C'était incroyable, justement au Mucem. Eh ben, très cool. Merci Usul pour cette recommandation d'expo. Gaspard, c'est à toi ta carte blanche. C'est ma dernière carte blanche. Ouais. Et je voulais du coup vous partager un tout petit mot, deux, trois petites pensées comme ça. Ne cédons pas aux facilités de notre époque. À la parole trop prudente, ne nous restreignons pas à notre identité avant de partager une pensée. Combien de fois m'a-t-on demandé « D'où parles-tu, ami ? Passy, Roubaix, Neuilly ?» Comme si on devait s'annoncer avant chaque propos. La construction politique de notre génération, je crois, se fera plutôt dans l'échange décomplexé, dans le respect, la bienveillance vis-à-vis des parcours de chacun. Ça intéresse plus grand monde, je pense, de vociférer une idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche, sans échange. Pour réconcilier les jeunes à la politique, ne soyons pas dans l'annulation, dans le cancel, mais dans l'acceptation. Je suis assez terrifié de mon côté par cette division de la société entre les trop et les pas assez, entre les abstentionnistes qui ont déserté les urnes et les militants qui le sont plus que jamais sur Twitter, dans un chat, dans nos DM et pour les plus dangereux, à nos portes. Je ne pense pas que ce soit en nous positionnant comme des juges sévères de notre époque, des moralisateurs, qu'on va réussir à réunir cette France fracturée. Quand je croise des jeunes dans la rue, en micro-trottoir ou dans les bars, à la question « Qu'est-ce que t'en penses ? T'en penses quoi ?» La réponse est souvent « Je sais pas ». Alors, de mon côté, je vais me replonger dans mes formats dès janvier, ramener du doute, car c'est ce que je suis, je pense, un jeune qui doute. On a souvent essayé de me rattacher à un courant politique. Je ne sais toujours pas si je suis de gauche, de droite, ou alors un mec de droite plutôt à gauche, ou un mec de gauche plutôt à droite. De toute façon, ce n'est pas forcément une information que j'aurais envie de partager. L'analyse politique me passionne un peu plus que l'opinion, la bonne analyse plutôt que le commentaire. Et c'est ça qui va m'inspirer, c'est ce sur quoi je vais travailler. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est ma dernière émission aussi sur Backseat. Un dernier point enfin sur les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. C'est comme si c'était fait, comme si c'était acté, les dés auraient été déjà jetés. En tout cas, c'est ce qu'écrivent les grands médias. Plus de la moitié des jeunes s'abstiendront en 2022. Bon. Alors les jeunes sont engagés, on le sait, et ce n'est pas en partageant ce genre de discours moraux, je pense, que
qu'on va réussir à les ramener vers ce débat démocratique. Alors bon courage les copains, la mission de cette émission est belle, la promesse est courageuse. Merci Jean pour ta confiance, Simon derrière l'écran pour tes bons conseils, Léa de m'avoir un peu plus déconstruit, Usul de m'avoir ouvert sur tes idées. Il y a bien plus de gens d'HEC qui regardent Mediapart qu'on ne le croit. Merci aux équipes dans les studios aussi parce qu'on ne réalise pas toujours que pour 4 personnes sur le plateau, il y a le triple au moins derrière. Et merci aussi aux bienveillants dans le chat. Vive Backseat, vive cette dernière carte blanche, vive l'échange et vive la parole libérée. Voilà. Merci beaucoup Gaspard, merci Gaspard. Donc voilà Gaspard, comme je le disais en introduction, donc c'est ta dernière émission Backseat. À partir de janvier, tu vas voguer vers d'autres flows et travailler sur d'autres projets, toujours en lien avec la politique. Donc merci à toi Gaspard, merci pour cette carte blanche.